Et c'est un livre qui fait peur, je vous préviens. Crime du futur. On a l'impression que les pires scénarios des livres et films d'anticipation vont se réaliser ou se sont déjà réalisés. Bienvenue dans la dystopie où la technologie est au service du crime. Bioterrorisme, arnaque 2.0, drone tueur, fin de la vie privée, chantage au secret. L'avènement du tout connecté, du tout numérique sera loin d'être une sinécure si on y prend garde. Mais entre le contrôle absolu du net que veut la NSA et la liberté totale, il y a sans doute une voie à trouver. On en parle avec vous, Jérôme Blanchard. Vous êtes journaliste et vous êtes l'auteur de ce livre passionnant, Crime du futur, publié chez Premier Parallèle. Vous êtes également rédacteur en chef adjoint du magazine Science et Vie Junior. Alors, à la lecture de votre livre, je l'ai un peu dit, on se dit que vous auriez pu aussi l'appeler Crime du présent. Oui, c'est vrai que j'ai été souvent attrapé par l'actualité. Par exemple, lorsque je développais le scénario de drones s'attaquant à des avions sur les aéroports, c'est en train de s'approcher ces derniers mois. Il y a eu quelques accrochages. Oui, vous faites le parallèle justement entre les attaques du 11 septembre 2001 avec une attaque à l'intérieur de l'avion, alors que maintenant ce sera des attaques à l'extérieur avec ces drones. Disons que comme le 11 septembre a conduit à un renforcement de la sécurité à l'intérieur des carlingues, il reste tout l'espace autour des avions à défendre. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus... La surface d'attaque est beaucoup plus grande, donc beaucoup plus difficile à défendre. Et un drone équipé de quelques explosifs pourrait, dans un réacteur, en se jetant dans un réacteur, pourrait facilement faire exploser un avion. Alors, c'est très intéressant. Vous commencez la plupart de vos chapitres avec des petites histoires, des petites histoires imaginées. Parfois, il y a par exemple ce scénario d'un président français qui un jour sera la victime d'une attaque bactériologique, mais sans s'en rendre compte et qui mourra. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors là, c'est vraiment développer le scénario du bioterrorisme. On a tous l'idée de la bombe bactériologique qui annihilerait, qui créerait une nouvelle épidémie qui tuerait des millions de personnes. Ça, finalement, en enquêtant, on s'aperçoit que c'est fort peu probable. Développer un virus qui survive dans la nature, etc., c'est quelque chose d'assez compliqué que personne ne sait faire aujourd'hui. En revanche, ce qu'on pourrait imaginer en s'inspirant des traitements ciblés pour le cancer, contre le cancer, qui sont ciblés pour certaines chaînes d'ADN, ce serait d'utiliser l'ADN d'une personne pour créer un virus sur mesure qui pourrait n'infecter que cette personne-là. Par exemple, un président, etc. Et, via un rhume ou autre chose. Voilà, par exemple, un virus de la grippe un peu modifié qui attaquerait le cerveau, ce genre de choses. Alors, la force des nouvelles technologies aujourd'hui aussi pour les criminels, eh bien, c'est l'anonymat qui leur procure. Impossible de les pister, ou presque aujourd'hui, dites-vous dans votre livre. Oui, voilà, c'est vrai que quand vous regardez les cybercriminels aujourd'hui qui réalisent des attaques sur des institutions bancaires ou sur n'importe quel type d'ordinateur. C'était le cas aussi à TV5 Monde l'an dernier avec la cyberattaque. Il était très difficile de savoir qui nous avait attaqué. Exactement. C'est vrai que c'est très facile de passer par différents serveurs, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un braquage de banque peut se réaliser depuis l'autre bout du monde. Alors que quand Bono attaquait au début du XXe siècle, il a dû y aller avec sa voiture et s'enfuir avec sa voiture. Il a été beaucoup plus difficile à identifier. Alors vous revenez aussi sur le darknet, ce web profond où se retrouvent les pires commerces et offres de services au monde. On trouve principalement des trafiquants de drogue, c'est ce que vous dites, mais aussi des offres de services de tueurs à gages. Vous donnez l'exemple notamment de l'histoire de ce professeur en Australie. D'un professeur en Australie. Oui, qui est assez effrayante, qui est tué par un tueur à gages. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors ça, c'est dans les scénarios futurs, mais effectivement, dès aujourd'hui, sur le Darknet, on trouve des pages de tueurs à gages qui proposent leurs services. Et effectivement, là, on est en plein anonymat, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner leur CV, sans donner de nom évidemment, etc., donner leur prix, un contact, un service commercial, un e-commerce comme un autre. Voilà, alors ils peuvent être payés sans aucun rapport, sans qu'on puisse jamais les pister depuis Internet. Voilà, ce scénario du professeur en Australie futuriste, ce serait d'imaginer un mélange entre le crowdfunding, qui est une grande tendance du net, c'est-à-dire tout le monde met un peu d'argent pour un projet. En l'occurrence, le projet un peu sadique serait d'éliminer un professeur qui n'était pas aimé de ses élèves. Mais on dit aussi que ce darknet, aujourd'hui, il est extrêmement surveillé. C'est vrai ça ou pas ?
Il est surveillé, mais il y a besoin de forts moyens technologiques par exemple, la Silk Road, qui a été la première plateforme de vente, le premier eBay de la drogue, qui a vraiment fait exploser sur le Darknet. Vous racontez la capture de celui qui a créé ce site. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a été attrapé uniquement parce qu'il avait laissé traîner un mail dans un ancien forum avant qu'il lance la Silk Road, un mail rattaché à son nom qui lui-même était rattaché au début de la Silk Road, qui a permis de remonter jusqu'à lui. Mais sinon, encore une fois, cet anonymat rend très difficile de repérer ces personnes. Quoi. Alors, votre livre, c'est aussi une mise en garde et vous expliquez que l'instinct de survie de l'homme, il s'est un peu dilué en fait dans le virtuel et sur Internet, et que le mammifère en fait que nous sommes, eh bien, ces mammifères en fait, ils ont besoin de concret. Le virtuel, ils comprennent pas en fait les hommes. Voilà, alors ça c'est peut-être ma déformation de biologiste, mais c'est ma petite théorie. C'est qu'effectivement, on a évolué dans un univers sauvage, peuplé de prédateurs, de serpents, de lions, d'ours. Donc on a évolué, ceux qui ont survécu, ceux qui ont pu détecter ces signes dans le monde réel. Et puis là, ça a duré des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Et puis là, on se retrouve en l'espace d'une dizaine d'années devant un univers complètement nouveau, en 2 dimensions, un simple écran. On n'imagine pas que c'est un vrai monde, peuplé de vrais prédateurs, de vrais dangers. C'est ce que vous dites également. On donne énormément d'informations personnelles à des sites commerciaux sur Internet. Et on serait scandalisé si, par exemple, notre boulanger ou notre boucher nous demandait ces informations. Alors pourquoi on donne ces informations-là ? Ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on cède. Moi, il y a vraiment une anecdote, une mise en parallèle que je trouve extraordinaire. C'est en 2009, Vincent Cassel et Monica Bellucci se sont fait cambrioler leur appartement parisien, tandis qu'ils étaient au Festival de Cannes. Ils étaient sur le tapis rouge. Voilà. À l'époque, j'avais trouvé ça hyper astucieux de la part des cambrioleurs, parce qu'en gros, ils pouvaient être dans l'appartement, puis surveiller à la télévision que les propriétaires n'étaient pas là. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on est tous des Vincent Cassel et des Monica Bellucci, quoi. C'est-à-dire qu'il y a même des cambrioleurs aux États-Unis qui utilisent les comptes Facebook de leurs futures victimes pour vérifier qu'elles sont bien parties en vacances. On a un véritable aveuglement. Vous faites aussi la critique de ces réseaux sociaux où justement on donne énormément d'informations et que les hackers ou les gens qui peuvent utiliser ces informations utilisent pour dresser des profils psychologiques, sociologiques, aussi savoir si on est parti en vacances. C'est assez effrayant. Oui, il y a 2 types. Alors, il y a une triste affaire d'une jeune Australienne qui s'est fait enlever, mais en toute, elle est montée dans la voiture d'un illustre inconnu qui pas si illustre inconnu que ça, puisque voilà, mais elle pensait le connaître. Il l'avait piégé en fait, cette femme. Il l'avait piégée en utilisant uniquement les réseaux sociaux. Parce qu'il savait en approchant d'elle, en se créant un pseudo, etc. Donc c'est vrai il savait ce qu'elle aimait, il savait ce qu'elle voulait défendre. Il a fini par lui proposer une offre d'emploi qui, merveille, collait parfaitement à ses centres d'intérêt. Voilà. L'autre versant de ça, c'est le social engineering, qui est utilisé par les arnaqueurs, qui dressent des portraits de sociétés, d'individus, qui leur permettent de gagner la confiance, par exemple, du directeur financier d'une entreprise, se faire passer pour un proche du président, du PDG, etc. Et puis, quand ils sont bien entrés dans sa sphère de confiance, ils l'appellent, appel hyper urgent, il faut faire un versement, c'est le PDG qui ordonne un versement énorme, à l'étranger, pour un contrat. Il joue sur plein de billets, la confiance, l'urgence, la peur que le PDG frappe, quoi. Et il y a des versements monumentaux. Oui, vous avez cité Intermarché, ça leur a coûté 15 millions d'euros. Un versement, 15 millions d'euros. Oui, donc c'est vraiment, vraiment énorme. Alors, on a aussi la question des grands déballages de la vie privée. Ça rejoint aussi ces réseaux sociaux. Ou alors, quand on va sur ces fameux clouds, quand on met ces photos à disposition, il y a eu toute cette affaire de ces actrices, principalement américaines, qui se sont retrouvées sur Internet avec des photos intimes volées. Oui, alors c'est vrai que l'idée du cloud, c'est on ne stocke plus ses photos sur son ordinateur, encore moins dans son album photo. On stocke toutes ces informations personnelles dans des serveurs virtuels, qui sont très bien défendus. Ils sont mieux défendus que chacun de nos disques durs. Seulement, leur concentration
fait que, comme une banque qui est pleine de lingots d'or, quoi, ça attire la concupiscence, quoi. Enfin, en tout cas, et comment dire? Et il y a ce phénomène-là, mais j'ai envie de dire, on laisse donc du coup des choses très intimes, pas forcément à la merci. C'est quoi la solution justement aujourd'hui? Est-ce que c'est se couper de tous ces réseaux sociaux? Alors, la solution compliquée, je dirais non, parce que finalement, on ne s'inscrit pas sur Facebook, on n'est pas à l'abri que quelqu'un crée un compte Facebook à notre nom et utilise ça pour arnaquer des gens, pour se faire passer pour nous, ce qui peut être un problème aussi. Est-ce que ça doit passer par l'information, l'éducation des utilisateurs? Oui, je pense qu'il y a une vraie éducation à la sécurité, et notamment chez les jeunes qui sont Victimes de harcèlement aussi parfois, victimes de harcèlement, victimes de chantage avec des vidéos privées, voilà. Voilà, et qui prennent, c'est un peu un discours rebattu, mais qui prennent pas encore moins conscience que d'autres personnes qui ont connu la vie avant Internet, des dangers qui s'y trouvent. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics? J'aimerais dire que oui, mais c'est pas une grande évidence. Sur le terrorisme, oui. Sur le cybercrime, c'est à travers des coûts financiers de grosses affaires que ça bouge. Donc je pense que ça va plus venir des entreprises, des acteurs privés qui subissent le coût de ces. Il faudrait aussi peut-être une coordination internationale pour lutter contre ce cyberterrorisme, contre ces crimes qui utilisent les technologies avancées. Oui, alors là, j'ai pas de solution, mais effectivement, un peu à l'image des paradis fiscaux. Mais il y a des conférences, il y a des forums aujourd'hui sur ces questions-là? Tout à fait. Lille en accueille régulièrement, Lyon aussi. Enfin, c'est très centré, c'est pas mal centré sur la France. Mais c'est des questions. Là, on entre dans des questions policières. On voit comment, ça a été très compliqué de monter Interpol, Europol, etc. Là, on a créé une structure, l'Interpol du cybercrime là récemment. Donc c'est déjà un pas voilà, de plus. Qui est basé à Lyon. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme Blanchard. Merci d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Crimes du futur, édité aux éditions Premier Parallèle et que je conseille. Merci d'avoir été notre invité.